Si la paix avait un son, ce serait le crépitement d'un feu de camp au cœur d'une forêt de pines. Et si le mal avait des pas, il marcherait juste derrière l'innocence, attendant la nuit parfaite pour frapper. Et s'il existait une histoire capable de vous rappeler que même les instants les plus sûrs peuvent basculer, c'est celle-ci. Voici l'affaire des meurtres du parc Wells Gray. Août 1982. L'air est encore chaud à Clearwater, en Colombie-Britannique, chargé de résine de pin et de promesses d'été. La famille Johnson Bentley se prépare pour une excursion de camping, une tradition familiale, un moment pour fuir la routine, couper les écrans et se retrouver sous les étoiles. Ils ne cherchaient pas l'aventure extrême, juste un peu de calme, de lien. George Bentley, 66 ans, et sa femme Edith, 59 ans, sont des grands-parents comme on les imagine. Doux, généreux, avec toujours des bonbons dans leur poche et des histoires plein les yeux. George est retraité, travailleur de toujours, calme et droit. Edith, elle, est tendre, tentionnée, un pilier silencieux. Leur fille, Jackie Johnson, 40 ans, est enseignante, solide et chaleureuse. Son mari, Bob Johnson, 44 ans, travaille chez General Electric. Ponctuel, discret, fiable. Ils ont 2 filles. Jeannette, 13 ans, commence à entrer dans l'adolescence. Elle écrit dans un journal. Elle rêve, elle observe. Karen, 11 ans, suit sa grande sœur partout, curieuse, éveillée, toujours la main dans celle de son père. Ils chargent leur camionnette Ford aménagée, des sacs de couchage, des cannes à pêche, des jeux et un frigo plein de sandwichs. Destination: le parc provincial Wells Gray. Un paradis de cascades, de forêts épaisses, de sentiers isolés. Ils n'ont pas fermé la porte à clé derrière eux. Pourquoi l'auraient-ils fait? Le 6 août, Edith Bentley passe un coup de fil depuis une cabine. Une voix paisible. Elle dit à sa fille cadette que tout va bien, que le voyage se passe à merveille. Ce sera la dernière fois que quelqu'un aura de leurs nouvelles. Plus de coups de fil, plus de cartes, juste le silence. Quand Bob Johnson ne se présente pas à son travail, le 16 août, son absence déclenche l'alerte. Ce n'est pas dans ses habitudes. Son patron appelle la famille, puis la police. La recherche commence. Mais le parc Wells Gray, c'est plus de 50 km² de nature brute. Des kilomètres d'arbres, de rivières, de ravins, pas de téléphone, pas de piste claire. Aucune trace. Les affiches de disparition s'affichent en ville. Des visages souriants, une famille heureuse, maintenant portée disparue. Les hélicoptères tournent, les chiens flairent, les bénévoles fouillent les bois. Sans résultat. 38 jours après ce dernier appel, un cueilleur de champignons s'aventure hors des sentiers battus près de Bear Creek, à environ 20 km de la route principale du parc. Là, à l'ombre d'un bosquet dense, il voit une silhouette calcinée, une carcasse de véhicule, une camionnette brûlée, à demi enfouie sous les branches. Les plaques d'immatriculation confirment, c'est le véhicule des Johnson Bentley. À l'intérieur, 4 corps adultes, carbonisés, méconnaissables, et dans le coffre, les restes de 2 jeunes filles. Ce n'était pas un accident, c'était un massacre. Quelqu'un avait tenté d'effacer une famille entière. Mais la forêt avait fini par parler. Les autopsies sont formelles. Les 6 victimes ont été tuées par balles. Des balles de calibre .22 tirées à bout portant. Pas de lutte, pas de fuite, pas une seule chance. La Gendarmerie royale du Canada qualifie l'affaire de meurtre de masse parmi les plus atroces de l'histoire du pays. Les enquêteurs croulent sous les signalements.
Plus de 13 0 pistes. Mais rien de solide. Aucun témoin. Aucun mobile. Qui aurait pu tuer une famille entière, y compris 2 petites filles? Et surtout, pourquoi? Les mois passent. L'enquête piétine. La presse parle désormais du mystère de Wells Gray. La peur s'installe. Les familles n'osent plus camper. Les portes se ferment à double tour. Puis un détail change tout. Un jeune homme se présente dans un garage de la région. Il conduit un pick-up avec un trou suspect dans la portière. Il demande comment on pourrait le réparer discrètement. Il pose aussi une autre question. Comment faire pour changer l'enregistrement d'un véhicule qui ne vous appartient pas? Le garagiste le trouve étrange. Et il a raison. La police est informée. L'homme s'appelle David Shearing. Il a 24 ans. Il vit tout près du parc. Aucun antécédent judiciaire. Il travaille dans une scierie. Il aime chasser. Discret. Mais quand les enquêteurs s'intéressent de plus près à lui, ils trouvent ce qu'ils cherchaient depuis plus d'1 an. Quand la police perquisitionne la propriété de David Shearing, elle ne sait pas à ce qu'elle va découvrir. Et pourtant, tout est là. Une carabine Remington, calibre .22, la même arme utilisée dans le massacre. Des douilles, des traces de brûlure, des pneus qui correspondent aux empreintes retrouvées près du véhicule incendié. Et dans un tiroir, des objets appartenant à la famille Johnson Bentley, des cartes, du matériel de camping, un appareil photo. Sur une des pellicules, une image, les 2 petites filles, Jeannette et Karen, le soleil dans les yeux, le sourire au visage, innocente, heureuse. Une photo prise juste avant l'enfer. En novembre 1983, plus d'1 an après les faits, David Shearing est arrêté. Il ne résiste pas. Dans la salle d'interrogatoire, il parle. Calme. Presque poli. Et ce qu'il dit glace le sang des enquêteurs. Il raconte avoir aperçu la famille en train de camper lors d'un passage dans le parc Wells Gray. Il les a observés, longtemps, en silence. Puis il est revenu, avec une idée en tête. La nuit tombée, il s'est approché discrètement. Les arbres l'ont couvert. La famille devait rire, manger, se détendre autour du feu. Et là, sans un mot, il a tiré. Un à un, il abattit les 4 adultes, George, Edith, Jackie et Bob. Froid, méthodique. Puis, il s'est tourné vers les filles. Shearing avoue avoir gardé les 2 enfants en vie. Pendant presque une semaine d'horreur. Il les a retenus en captivité, dans un lieu isolé, qu'il refuse de décrire. Et pendant ces jours, il les a agressés sexuellement. Répété. Systématique. Sans un mot d'excuse. Sans une larme. Il le raconte comme s'il parlait d'un simple trajet. Et quand il en a eu assez, il a tué les filles. 2 balles. Puis il a chargé tous les corps dans la camionnette. Il a roulé loin, très loin dans la forêt. Il a versé de l'essence. Et il a mis le feu. Il est resté là, debout. Il a regardé le feu dévorer leur corps, leur vie, leur histoire. Et ensuite, il est rentré chez lui. Comme si de rien n'était. Le 6 avril 1984, David Shearing plaide coupable de 6 meurtres. Il est condamné à 6 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La salle d'audience est figée. Les détails sont insoutenables. Les familles, les journalistes, les juges, personne ne pleure. Il n'y a plus de larmes. Il n'a pas donné de justification. Aucun regret. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond simplement « Je voulais les filles. Pas de vol,
Pas de colère. Juste un plan. Monstrueux. Précis. En prison, Shearing change de nom. Il devient David Ennis. Mais un nom ne change rien. En 2008, il devient admissible à la libération conditionnelle. Le pays entier retient son souffle. La communauté se mobilise. Plus de 15 000 signatures sont envoyées pour s'opposer à sa libération. Il est refusé. En 2012, il essaye de nouveau. Rejeté. Puis encore en 2021, même réponse. Les experts psychiatres affirment qu'il continue à nourrir des fantasmes sexuels violents, qu'il n'a jamais reçu de traitement sérieux, qu'il représente toujours un danger extrême. Il reste en prison. Mais cela suffit-il à refermer les plaies? L'endroit où la camionnette a été retrouvée est aujourd'hui recouvert de mousse, d'arbres et de silence. Aucune stèle, aucune pierre. Mais la mémoire est vivante. À Clearwater, on évoque encore les Johnson Bentley. On se souvient de leur gentillesse, de leur douceur, de leur sourire. Et chaque été, alors que d'autres familles s'aventurent dans le parc, certains s'arrêtent. Ils regardent les ombres entre les arbres. Parce qu'un jour, ces arbres abritaient un monstre. Et le silence depuis n'a jamais totalement disparu. Le mal ne porte pas toujours un masque. Parfois, il ressemble à un voisin discret. Parfois, il vous observe, sans que vous ne le sachiez. C'était l'histoire des meurtres de Wells Gray. Un drame. Une famille anéantie. Un homme sans remords. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Souvenez-vous d'eux. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR pour d'autres récits vrais, glaçants et nécessaires.